Et bonjour à toutes et tous. Nouveauté sur cette chaîne Twitch Galactic Ami. Nous allons faire à chaque session de live un quiz astro, suivi ou précédé selon dans quel sens on fait ça, d'actu astro-spatial, quiz astro-spatial aussi, et après on fait la soirée let's play ou Lego ou que sais-je, voilà. Donc ce que je me suis dit, c'est que ce qui serait cool, c'est de mettre aussi en VOD les quiz pour que vous puissiez les refaire à la maison avec vos amis. Voilà, et ça c'est vachement bien, je pense que ce sera vachement bien. Donc je fais une VOD pour ce quiz, je ferai également une VOD pour le jeu tout à l'heure. Vous aurez tout sur la chaîne YouTube. Donc préparez-vous, installez-vous, quiz en 10 questions, 30 secondes par question. Vous ne pourrez pas du coup avoir le score, vous, parce qu'il faut être en live pour avoir le score, et pour avoir le score en live, il faut venir sur Twitch, et voici l'adresse, voilà. Mais vous pourrez quand même jouer de votre côté. Comptez-vous 1 point si vous avez bon, 0 si vous avez faux. Mais en live c'est un peu différent, c'est-à-dire que plus vous répondez rapidement, plus vous avez de points, si vous avez bon, et si vous avez faux, vous avez des points négatifs, et si vous répondez si vous répondez trop rapidement une réponse fausse, vous avez encore plus de points négatifs. Voilà, faites attention. Ça veut dire que si vous arrivez en cours de quiz actuellement là sur le live, vous pouvez tout à fait remonter au score avec même une seule réponse. Il suffit que tout le monde se soit planté autour de vous et vous avez peut-être gagné le quiz. Voilà, le Discord pour rentrer dans la communauté de la Fédération Galactique, avec la mascotte ici présente en bas de l'écran, Milky, la petite chatte toute blanche, Milky, la Voie lactée, tout ça, Milky Way, la galaxie, tout se tient. Voilà, vous avez également le Utip pour m'aider à financer la chaîne, les abonnements Twitch bien sûr, et d'ailleurs vous voyez la petite barre verte au-dessus du chat qui indique que nous sommes encore à 14 abonnements niveau 1 pour obtenir des émoticônes Milky supplémentaires, émoticônes Milky qui sont là. Je fais le speech à chaque fois, mais c'est normal. Hop, voilà, tac. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Il nous manque juste. Bah non, c'est bon, il y a tout. J'ai tout dit. Mais c'est parfait, j'ai tout dit. Et ben voilà, allez, on y va, on commence le quiz. Donc, pour vous qui êtes en live, je rappelle, cliquez sur QuizKit sur l'écran, à droite de l'écran, pour activer QuizKit, et moi je vais lancer le quiz dans quelques instants. Est-ce qu'il est passé mon QuizKit? Attendez, j'espère que j'ai pas fermé la fenêtre. Non, j'ai fermé la fenêtre, j'ai pas fait ça quand même. Non, c'est bon. Attention, 3, 2, 1, c'est parti pour la première question. J'attends qu'elle s'affiche, voilà. Qui a découvert la planète Uranus? Est-ce que c'est Percival Lowell? Est-ce que c'est Edwin Hubble? Est-ce que c'est Urbain Le Verrier? Ou est-ce que c'est William Herschel? Oui, je n'ai pas dit ce soir, le thème c'est planète, au pluriel, ou au singulier, peu importe. Alors, qui a découvert la planète Uranus? Percival Lowell, Edwin Hubble, Urbain Le Verrier, William Herschel. Cliquez directement sur l'écran pour répondre à la question. Vous n'avez plus que 5 secondes. Allez, je vous écoute. Enfin, je vous lis plutôt. Il y a un petit temps de latence que j'ai rajouté au cas où vous auriez des différences de connexion. Donc là, ça me dit waiting for players pour que tout le monde arrive bien avec le même temps au bon endroit. Vous savez, comme les voyages interstellaires où il faut faire attention à calculer toutes les dilatations du temps pour que tout le monde arrive avec le même âge, au même endroit dans l'univers. Allez, je reveal l'answer. Enfin, je révèle la réponse. Voilà. C'était bien William Herschel qui a découvert Uranus. Alors, qui est-ce qui avait trouvé? Oula, mais je vois qu'il y a plus de gens en live que de gens qui jouent. Mais comment cela, comment est-ce possible? Est-ce que vous avez peur de jouer? Il faut jouer, c'est important, c'est amusant. Hello, bon retour en live, ça fait plaisir. Et bienvenue à toi, Leteia 42. N'hésite pas à cliquer sur QuizKit sur l'écran à droite pour pouvoir participer au quiz. Même si tu n'étais pas là au début, tu peux quand même gagner. Musique dramatique de Hans Zimmer, c'est antifique. Peut-être que certains sont en lurk, mais je pense, oui. Alors, je me souviens plus de la date. Désolé, je n'ai pas l'ensemble des connaissances astronomiques en tête en permanence. Je me souviens plus de la date de la découverte de Uranus. Merci pour le follow, Aletia 42. Je sais bien que j'avais entendu un chat miauler. Alors, il a découvert Uranus.
Alors, 1776, c'est ça? Ah non, 1776, c'est son instrument, le télescope Herschel. Voilà, c'est ça. 1781, dans la nuit du 13 mars 1780, il découvre au cours d'une observation la planète Uranus, croyant d'abord avoir affaire à une comète ou à un disque stellaire. Après d'autres observations de Herschel, Anders Lexell calcule l'orbite et est d'avis qu'il s'agit probablement d'une planète. Donc à savoir hein, qu'on ne fait jamais les choses tout seul en science, hein, donc Uranus, n'importe quoi. Herschel a fait l'observation de la découverte d'Uranus, mais c'est pas lui qui a compris que c'était la planète Uranus, c'est venu après. Voilà, avec d'autres personnes. En fait, on s'est rendu compte que après coup, que d'autres personnes avaient observé cet objet sans comprendre que c'était la planète Uranus. Donc, souvenez-vous, c'est pas parce qu'on met un nom de découvreur sur quelque chose que c'est forcément lui qui l'a fait. Rappelez-vous, l'Amérique, Christophe Colomb, les Vikings, tout ça, voilà. Et puis les gens qui étaient déjà en Amérique avant que, voilà, ceux-là ils l'ont découvert bien avant. Qu'est-ce que je voulais dire? Herschel, c'est aussi le nom d'une autre personne. Caroline Herschel. J'en profite parce que les femmes astronautes, on n'en parle pas assez. Et étant une femme, ça me touche du coup. J'imagine. S'il y a des femmes dans la salle, j'imagine que ça vous touche aussi. Caroline Herschel, c'est la sœur de William Herschel. Et elle a fait plein de trucs, hein, comme les savants à cette époque-là. Et en fait, elle a découvert des comètes. À l'époque, c'était encore une époque où on observait plein de comètes. C'était le grand sport des astronomes amateurs et professionnels. Et donc, elle en a observé plein. Elle a aussi fait du catalogage d'objets célestes, je crois. Voilà, elle a fait pas mal de choses. C'est ça, elle a travaillé beaucoup sur les catalogues d'étoiles. Alors les catalogues d'étoiles, ça fait pas rêver, c'est pas des découvertes sensationnelles dont on se souvient beaucoup, mais sans les gens qui ont travaillé sur les catalogues stellaires, on fait pas stellaires et même d'autres choses. Sans les gens qui ont travaillé sur les catalogues et qui ont patiemment rajouté des lignes au catalogue, fait des publications pour rajouter des lignes au catalogue, etc. Sans eux, on n'aurait pas d'astronomie puisqu'on n'aurait pas de carte, tout simplement. Donc c'est très important. Caroline Herschel, voilà, je vous invite à aller voir sa page wiki, si ça vous intéresse. Voilà. Ils ont travaillé en duo, effectivement, sur diverses choses. Et si ça vous intéresse également, donc ça, à chaque fois que le sujet arrive, j'en parle, mais il existe une liste de femmes astronomes sur Wikipédia. Wikipédia est une très bonne source de connaissances, contrairement à tout ce qu'on peut en raconter. Si on veut faire des trucs poussés, bien sûr, il faut aller voir les sources, c'est important. Si vous voulez faire de l'investigation et créer une vidéo de vulgarisation, je ne sais pas, plein de choses comme ça, allez voir les sources, bien sûr. Mais si vous avez besoin d'une info pour faire un quiz notamment, ou juste comme ça, une info, c'est un bon point de départ, surtout en astronomie et en biologie, c'est très très bien fourni. Tout ce qui est un peu plus touchy comme la politique ou la religion, là, faites attention, mais en astronomie et en biologie, c'est très 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 complet. Voilà, allez voir les sources, bien sûr, si vous avez un doute. Voilà. Là, vous avez toute la liste des femmes astronomes dans l'histoire dont on n'a pas entendu parler parce que les hommes ont pris ont été nommés comme auteurs des différentes découvertes. En général, les femmes et les étudiantes sont passés à la trappe, alors que c'est eux qui font le boulot souvent. Voilà, ça c'est fait. On passe à la suite. Où est mon quiz? Allez, bravo à ceux qui ont trouvé. Urbain Le Verrier, c'est celui qui a découvert Neptune, au passage. Hein, et qui était un des directeurs de l'Observatoire de Paris. Il y a très longtemps, je n'ai plus la date sous la main, mais si quelqu'un l'a dans le chat, n'hésitez pas à la donner. Next question. Je vous envoie la question suivante. Comment a-t-on appelé la planète que l'on croyait présente entre le Soleil et Vénus? Donc là, c'est de la science-fiction, histoire des sciences. Est-ce que c'était Krypton? Est-ce que c'était Chronos? Est-ce que c'était Trantor? Ou est-ce que c'était Vulcain? Une planète que l'on croyait exister entre Mercure et le Soleil. Et que du coup n'existe pas. Mais on a cru. Voilà. Comme on a pu voir pour Catherine Gould dans Hidden Figures. Les figures de l'ombre, c'est ça? Celles qui ont... c'était les ordinateurs, entre guillemets, ordinatrices du coup, pendant l'émission Apollo. Celles qui faisaient les calculs, c'est ça, Terranien? J'ai pas vu ce film, il faut que je le voie. J'ai dit Vénus? Oh, excusez-moi, j'ai marqué Vénus dans la question. Non, c'était entre Mercure et le Soleil. Ah, désolé. En fait, j'étais en retard aujourd'hui, j'ai poursuivi ma journée à toute vitesse et du coup, j'ai fait une petite coquille, désolé. Oui, c'était Mercure. Et c'était effectivement
Effectivement, c'était la planète Vulcain. Alors, qui a trouvé? Qui a trouvé Vulcain? Bravo, bravo à vous. Je rappelle que si vous venez d'arriver et que vous voulez jouer au quiz, il faut cliquer sur le petit onglet Quiz Kit qui apparaît à côté du chat sur la vidéo et cliquer sur Visible. Et vous pouvez tout à fait remonter puisque le principe c'est que plus vous répondez juste et rapidement, plus vous avez de points. Et plus vous répondez faux et rapidement, et moins vous avez de points. Donc vous pouvez tout à fait rattraper tout le monde avec une seule question même. Krypton, bah du coup Krypton c'est Superman. Chronos c'est quoi? C'est pas Chronos, c'est pas la planète des Klingons, je sais plus. Je crois que c'est ça dans Star Trek. Trantor c'est la planète centrale de l'Empire Galactique dans Fondation. Regardez la série, elle est trop bien. Et Trantor c'est la planète dont est inspirée, j'imagine, Coruscant dans Star Wars, puisque Trantor est arrivé avant Coruscant. Voilà. Asimov versus c'est pas George Clooney, c'est... Comment il s'appelle? George Lucas. Asimov versus Lucas. Krypton, c'est pas la planète d'origine des bitcoins. Pour miner la kryptonite, c'est ça? Allez, c'est parti, on passe à la question suivante. Que signifie étymologiquement le mot planète? Est-ce que c'est boule de roche? Est-ce que c'est corps immobile? Est-ce que c'est astre errant? Ou est-ce que c'est monde plat? Voilà, je vous laisse réfléchir. Pendant ce temps-là, mais je vais récupérer la date de découverte de Neptune, du coup, comme ça j'en profite. Urbain Le Verrier. Il a découvert Neptune en... Alors, lui, Urbain Le Verrier, il a calculé les caractéristiques de Neptune parce qu'il a vu des anomalies dans les mouvements d'Uranus et qui étaient causées par une planète qui était encore invisible. Donc c'est comme ça qu'il a découvert analytiquement Neptune à partir des observations d'Uranus. Et ensuite, c'est l'astronome allemand Johann Galle, observateur de Berlin, qui l'a découverte sur une observation proprement dite le 23 septembre 1846. Voilà, encore une fois, il n'a pas fait ça tout seul. Voilà. On baptisa Neptune, cette nouvelle planète, malgré la proposition par François Arago, sous le chantage de Le Verrier. Une rumeur prétend qu'Arago a eu une liaison avec Madame Le Verrier, c'est compliqué les astronomes, qui fut faite de la baptiser Le Verrier auprès de l'Académie des Sciences. Un peu pompeux quand même d'appeler une planète par son nom, alors que toutes les autres c'est des noms mythologiques quand même. C'est un petit peu le melon, hein, le melon de Le Verrier. Auprès de l'Académie des Sciences, alors que les Anglais proposaient Janus ou Océanus. Je crois que Janus ça a été un nom qui a été donné à un astéroïde un peu plus tard d'ailleurs, je crois. Je vérifie. Je me perds entre les liens de Wikipédia, mais c'est intéressant. Je crois qu'il y a un astéroïde qui s'appelle Janus, je crois. Attendez. Alors non, Janus c'est le nom d'un modèle cosmologique, d'accord, mais il n'y avait pas un astéroïde qui s'appelait comme ça? Ça alors, je pensais qu'il y avait un astéroïde qui s'appelait Janus ou un satellite naturel. Il n'y a pas un astéroïde qui s'appelle... Attends, tu rêves ou quoi? Astéroïde, Janus, ça n'existe pas ça? Ah, c'est une lune. Janus, lune. C'est une lune de Saturne. Voilà. Une lune de Saturne qui ressemble à un petit caillou. Voilà. Je me suis perdu, désolé. Parce qu'on mine des crypto-monnaies. Ah, d'accord, c'est pour ça. Alors, JDMI pour vous deux. Hein. JDMI, donc point d'exclamation JDMI. Voilà. Hop. Jeu de mots indépendant. Saturne, c'est quand t'as un peu trop bu, oui. Monsieur et madame, peu dans les virages, ont un fils, comment s'appelle-t-il? Saturnin, parce que Saturne un peu dans les virages. Allez, je révèle la réponse du coup à la question. Désolé pour ces... Enfin, désolé et... Oui, enfin, pour ces digressions, j'espère que ça vous intéresse. C'est juste que je peux me perdre un petit peu des fois, donc n'hésitez pas à me ramener. Hop. C'est donc astre errant. Alors, quelqu'un a trollé ou pas? Non, ça va, personne n'a trollé. Non, ce n'est pas boule de roche, du coup, planète, ça vient de planétès en ancien grec, qui veut dire astre vagabond ou astre errant. Tout simplement parce que les Grecs, à l'époque, n'ayant pas d'instruments astronomiques grossissants, ils avaient des sextants et tout ce que vous voulez, mais ils n'avaient pas de... Enfin, l'équivalent d'un sextant, je ne sais pas quand est-ce que ça a été inventé, mais ils pouvaient mesurer des angles, grosso modo, faire des cartes, etc. Mais ils ne pouvaient pas... ils n'avaient pas de télescope ni de lunettes astronomiques, du coup, ils avaient des points lumineux dans le ciel. Ce qui s'était rendu compte, c'est qu'il y en avait qui bougeaient, d'autres qui bougeaient pas, par rapport aux constellations, en fait, qui, elles, semblaient rester fixes. Donc il y avait les points lumineux fixes, qu'ils ont appelés les étoiles, et les points lumineux bougeants, enfin, errants, vagabonds,
qui de jour en jour se déplaçaient dans le ciel par rapport aux constellations, et qu'ils ont appelé du coup les astres errants, les planetes, les planètes, voilà. Ce n'est pas plat et net, voilà, du coup, c'était pour ça le troll monde plat, voilà. D'ailleurs, la Terre n'est ni plate ni gazeuse. Voilà. Parce que la Terre n'est pas plate, et c'est pas une planète géante gazeuse, c'est une planète tellurique, donc elle est ni plate ni gazeuse comme l'eau minérale, oui, plate et gazeuse. Voilà, je suis en train de faire un moment très cringe pour montrer que j'explique ma blague en regardant droit la caméra dans les yeux. Voilà, bonjour. Voilà, alors, bravo à ceux qui ont trouvé, on passe à la question suivante. Lequel de ces mondes n'est pas une planète naine? Eros, Eris, attention, Oméa ou Pluton? Ça ne coule pas de source, nous dit le boucle aux oreilles. Bravo à toi. C'est un coup d'épée dans l'eau. Oh là là, mais il y a de ces JDMI ce soir, dites donc. Oh là là, JDMI. D'ailleurs, à propos de l'étymologie de planète, ça a donné aussi le mot planer, et est toujours utilisé en grec moderne pour dire voler ou planer, si je me souviens bien. D'accord, merci beaucoup, le boucle aux oreilles, je ne savais pas. Je ne savais pas. Alors, waiting for players. Waiting for players. C'est ce que ça dit, hein. C'est pour ça que je lis ce qui est écrit. Il y a un petit temps de latence apparemment, là, je sais pas ce qui se passe. J'espère que la connexion fonctionne toujours. Voilà. Ah, je vous ai troublé. Je vous ai troublé. Ce week-end, on est en forme pour les JDMI. Alors, 2 personnes ont trouvé la bonne réponse, c'était Eros. Alors, Eros, c'est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, qu'on appelle aussi parfois la ceinture de Kepler, Johannes Kepler. C'est un astéroïde en forme de... Attendez, je vais vous le montrer, hein, tout simplement. Eros. Eros, divinité de c'est quoi? C'est divinité de l'amour, c'est ça? Hop. Alors non, je veux pas la divinité, justement, je veux l'astéroïde. 433 Eros, pardon, 433 Eros, voilà. Qui est un astéroïde très sexy, bien sûr. Regardez comme il est sexy, cet astéroïde. C'est un astéroïde extrêmement sexy. Voilà. Regardez donc. Voilà, Eros. Voilà. C'est un astéroïde. Version grecque de Cupidon. C'est vrai, c'est ça. Tout à fait. Est-ce qu'il ramasse tes outils? J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Bon, alors du coup, question bonus dans le chat. Question bonus pour 32 cacahuètes. C'est quoi une planète naine? Planche de bois mort, c'est un patatoïde, exactement. Qu'est-ce qu'une planète naine? Question bonus à 32 cacahuètes dans le chat. J'attends votre réponse. Pendant ce temps-là, je mange une petite bouchée parce que j'ai faim. Et je parle beaucoup. Et du coup, je crois que je suis un peu en hypoxie. Oh. Ce qui fait que j'ai ma main qui tremble. Hein? Oui, parce que je me suis hyper ventilé. Non. Bravo pour planche de bois mort. Planche de bois mort, tu gagnes 32 cacahuètes. Que tu pourras convertir en 4 points à la fin de la partie. Voilà. Bravo à toi. Bravo Adam, mes planches de bois a été plus rapide que toi. Bravo les oreilles. Donc je rappelle, hein, une planète, officiellement en astronomie, c'est un corps qui tourne autour du Soleil. Je dis bien autour du Soleil. Très important et très anthropocentrique. Qui est suffisamment massif pour avoir atteint un équilibre hydrostatique qui lui donne une forme sphérique, c'est-à-dire que les matériaux plus denses et donc plus massifs sont descendus au centre et les autres plus légers sont restés à la surface, et tout ce qui dépassait un peu trop en altitude a fini par s'effondrer
à cause de la masse du dit objet, pour faire une sphère. Voilà, si bien que vous avez, si vous avez un cube géant dans l'espace de la masse de la Terre, les coins vont finir par tomber. Voilà, on ne peut pas jouer au jeu de rôle quand on est une divinité avec des dés de la taille de planète. Ça n'est pas possible puisque les dés deviennent tous des boules. Et du coup, c'est très compliqué d'arrêter un lancer de dés. Et du coup, pour le MJ, c'est chiant. Et du coup, faut que j'arrête cette blague parce qu'elle devient trop longue. Voilà, et le troisième, le troisième truc, c'est qu'il faut que le corps en question ait nettoyé son orbite, c'est-à-dire que soit les patatoïdes comme Eros ici présent ont été écartés de l'orbite, sont tombés sur la planète, ont été capturés en tant que satellite ou ont été capturés en tant qu'astéroïdes troyens, c'est-à-dire sur les points de Lagrange en devant et en arrière sur l'orbite de la planète. Voilà. Comme Jupiter par exemple. Là on a devant nous un exemple de patatoïde, comme disait quelqu'un dans le chat, planche de bois mort, là, patatoïde, c'est-à-dire que ça ne respecte pas la condition numéro 2 qui est la forme et la masse du coup. Voilà. Du coup c'est un astéroïde. Voilà. Ensuite nous avions quoi d'autre? Merci beaucoup pour le follow, wow this is cool. Merci beaucoup pour les petits chats, j'entends des petits chats qui miaulent. J'entends les petits chats qui miaulent, c'est bon signe. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, les autres réponses. On avait Eris. Eris, c'est une planète naine qui a été découverte en 2006 et qui a causé la zizanie justement, puisque c'était d'une taille... Alors, à l'époque, on pensait que c'était plus gros que Pluton. Il se trouve que c'est un tout petit peu moins gros, je crois. Attendez, je sais plus où est-ce qu'on en est. Bon, à quelques kilomètres près, de grosso modo, c'est kiff-kiff. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il commençait à y avoir beaucoup de Pluton. Et beaucoup de Pluton, ça voulait dire beaucoup de planètes. Et donc, on a changé les définitions pour ne pas se retrouver avec une catégorie qui ne veut plus rien dire. Et donc, on a défini la catégorie planète naine pour tous ces corps-là. Oméa, c'est effectivement une planète naine. Alors, elle n'est pas plate. Elle est de forme ovoïde, puisqu'elle a reçu un impact géant qui l'a déformé et qui l'a envoyé sur une rotation tellement rapide qu'elle l'a déformé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà Oméa. Voilà Oméa. Voilà, on voit qu'il y a une grosse trace sombre là. Je crois que c'est là qu'on pense qu'il y a eu l'impact. Je n'ai pas le temps de vérifier là tout de suite, mais donc elle tourne très vite sur elle-même et l'impact a carrément comment dire, la force centrifuge de cette rotation a carrément déformé le corps en question. Donc, la théorie de la Terre plate, c'est nul, c'est un mauvais complot, c'est nul, pas très intéressant. Par contre, si vous voulez monter le complot de l'Oméa ballon de rugby, je pense que vous aurez des fidèles, parce que c'est vrai. Voilà. Voilà. A noter que c'est un petit peu le cas aussi de Saturne, puisque Saturne a les pôles très aplatis, comparé à la Terre, et il y a des étoiles comme Vega je crois, qui tournent très très vite sur elles-mêmes et qui est encore plus aplaties. Donc les sphères oui, mais des fois c'est des sphères un petit peu aplaties quand même dans l'univers qu'on va trouver souvent. Voilà. Je digresse, on passe à la question suivante. Je rappelle que si vous voulez jouer, vous cliquez sur l'onglet Quiz Kit qui est sur l'écran. Je vous lance la question suivante. Pensez moi, je regarde qu'est-ce qu'a suivi la chaîne. C'est ça, je pense que j'ai oublié personne. Alors, comment s'appelle un objet trop léger pour être une étoile et trop massif pour être une planète géante? Est-ce que c'est un pulsar? Est-ce que c'est une planète flottante? Ou est-ce que c'est une naine brune? Ou est-ce que c'est un Jupiter chaud? Et il faut que je respire parce que sinon j'hyperventile, ça va pas du tout. Je vous laisse répondre, pour ça je mange quelques bouchées. C'est compliqué parce que Pluton et Charon sont tellement proches et leur masse étant comparable, elles forment une planète double. Oui, tout à fait. Alors. Est-ce que je reçois les données de tout le monde? J'attends que les données arrivent. Je rappelle que j'ai mis un temps de délai pour que toutes les données arrivent en même temps chez moi. Salut Scrabouillette. Bienvenue à toi, n'hésite pas à cliquer sur Quiz Kit sur le côté de l'écran pour entrer dans le quiz. Je rappelle que plus vous répondez juste et rapidement, plus vous avez de points. Plus vous répondez faux et rapidement, moins vous avez de points. Et donc vous pouvez tout à fait rattraper les gens si vous arrivez maintenant. Allez, la réponse était une naine brune. Et effectivement, dans la nature, en fait, tout est flou. C'est le cerveau qui crée des catégories, sinon on ne peut pas comprendre le monde.
cherchez ontologie sur internet. Voilà, pour dire qu'une chaise existe, il faut définir la catégorie de chaise. Et bah pour les planètes, c'est pareil. Il existe une infinité de corps de tailles différentes, depuis le petit grain de poussière du micromètre jusqu'à l'étoile géante. Voilà. Et selon la masse, un objet comme ça, un objet massif, va avoir des caractéristiques différentes. Une planète tellurique, c'est peu massif, hein, c'est de la roche, et une planète géante, c'est quand ça commence vraiment à être très massif, c'est que c'est beaucoup de gaz qui se met autour. Et puis quand ça devient plus massif, eh bien ça commence à émettre de la lumière infrarouge due à la chaleur interne à cause de la gravité simplement. Et là on entre dans le domaine des naines brunes, donc c'est plus les planètes géantes, c'est les naines brunes. Et quand il fait suffisamment chaud dans le cœur du corps, parce qu'il est encore plus massif, des réactions nucléaires arrivent à démarrer à l'intérieur et ça devient une étoile, à commencer par les naines rouges. Voilà. Donc une naine brune, c'est ni une étoile ni une planète, c'est entre les deux. C'est pas suffisamment massif pour être une étoile et faire des réactions nucléaires en son cœur, mais c'est pas suffisamment léger pour ne pas émettre de lumière, comment dire, parce que les planètes géantes émettent quand même de la lumière infrarouge, mais disons qu'il y a une limite arbitraire qui a été faite entre les deux. Pour cette zone là justement où ça émet suffisamment de lumière pour ressembler à une étoile mais pas assez pour ressembler à une planète. Voilà. Non, pardon, excusez-moi. Ça émet suffisamment de lumière pour ressembler à une étoile, mais trop, je vais y arriver, pour ressembler à une planète. Voilà. Un Jupiter chaud, c'est simplement une planète géante qui a migré très proche de son étoile et qui donc est en mode torche en fait. Voilà. Une planète flottante, c'est une planète qui soit s'est formée en dehors de tout système planétaire comme une étoile mais avec pas assez de gaz. Soit une planète qui a été éjectée de son système planétaire. Et un pulsar, c'est une étoile massive en fin de vie, qui n'était pas assez massive pour faire un trou noir, mais plus massive qu'une étoile qui aurait fait par exemple une naine blanche comme le Soleil va devenir plus tard, et qui tourne très vite sur elle-même. Une étoile à neutrons en fait qui va émettre un faisceau de lumière très énergétique de façon très rapide. Voilà. T'as hésité avec la planète flottante. Alors, des naines brunes peuvent être en situation de planète flottante, mais du coup, c'est des naines brunes flottantes. Enfin, c'est des naines brunes, quoi. Chose intéressante, la mission WISE, donc un satellite de la Terre qui a observé, du coup, en infrarouge les environs du système solaire, a découvert des étoiles très proches de nous, plus proches que ce qu'on pensait avant. Donc, l'étoile la plus proche de nous, c'est toujours Alpha A, Alpha B et Proxima du Centaure, le trio, à 4,2, 4,3 années-lumière du Soleil. Je dis ça parce que Proxima est à 4,2, mais Alpha est à 4,3, mais elles sont quand même ensemble. Et ensuite, c'était l'étoile de Barnard qu'on avait. L'étoile de Barnard, je ne sais plus, c'était à 6, je crois. Je fais beaucoup de digressions, mais bon. J'espère que ça vous intéresse quand même. Étoile de Barnard. Étoile de Barnard. Étoile de Barnard est à combien ? Elle était à combien? Elle était à 5,96 années-lumière. Et après, je crois qu'on passait à 8 années-lumière avant. Alors attends, étoile proche du Soleil. Et donc, depuis la mission WISE, on a découvert des naines brunes, plus proches que ce qu'on pensait. Donc, dans l'ordre, on a toujours Alpha du Centaure avec son trio. On a ensuite étoile de Barnard. Et ensuite, ça n'est plus Wolf 359, qui était à 13,4 années-lumière. Non, pardon, qui était à... J'ai perdu le fil. Qui était à 7,778 années-lumière. Maintenant, il y a deux étoiles entre l'étoile de Barnard et celle-ci qui ont été découvertes par WISE, du coup en infrarouge. On a le couple de naines brunes WISE J 104915.57-531906, tenez-vous bien, qui est à 6,516 plus ou moins 0,001 années-lumière. Et enfin, on a aussi WISE 0855-0714 qui est à 7,175 plus ou moins 0,783 années-lumière. Voilà. Allez, je vous évite l'affront de vous donner des chiffres barbares. Voilà la liste des étoiles proches du Soleil. Allez, on passe à la suite. Bravo à ceux qui ont trouvé. Quel est l'événement qui a causé une grande quantité d'impact sur les planètes intérieures il y a 3,9 milliards d'années, c'est-à-dire peu après la formation du système solaire, qui a eu lieu, je rappelle, il y a 4,6 milliards d'années? Il s'est passé un truc dans le système solaire qui fait que les planètes intérieures ont reçu énormément d'impact, dont ils gardent encore les traces aujourd'hui.
sauf la Terre et Vénus qui ont tout effacé avec leurs atmosphères respectives. Est-ce que c'est le grand cataclysme? Est-ce que c'est le grand bombardement tardif? Est-ce que c'est l'apocalypse originelle? Ou est-ce que c'est l'explosion préplanétaire? J'aime bien mettre des blagues comme ça. J'aime bien mettre des blagues parce que parfois la vraie réponse ressemble elle aussi à une blague. C'est la musique de Question pour un champion, ça, non, je crois. J'ai découvert récemment la Nuit de la Culture d'Étoile, et c'est du streamer Étoile, et c'est trop bien. D'ailleurs, je l'ai fait, je l'ai tagué sur mon tweet tout à l'heure. Allez, je révèle les réponses. Il s'agissait du grand bombardement tardif. Voilà, les autres sont de pures inventions. Les autres sont de pures inventions, mais c'est du même acabit. Hein. Non, alors pourquoi le grand bombardement? Bah parce que de toute façon, parce que c'est vraiment un grand bombardement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, comment dire, de briques élémentaires de planètes inutilisées qui sont tombées sur les planètes intérieures et qui ont été aussi éjectées vers l'extérieur du système solaire à ce moment-là. Et tardif, puisque c'est arrivé tard après la formation des planètes. Donc je rappelle dans l'ordre, le Soleil se forme dans une nébuleuse au sein d'un amas d'étoiles. Pendant le premier million d'années, le gaz qui restait, la poussière, se met à tourner autour, s'aplatir avec la force centrifuge et faire un disque. Dans ce disque, par force électrostatique, les petits grains vont s'attirer les uns avec les autres. Ça va faire des grains qui vont avoir une certaine masse, qui vont commencer à agir en termes de gravité pour s'agglutiner en petits cailloux, petit à petit. Tout ceci, pardon, ça prend du temps. Il va se créer des protoplanètes en quelques dizaines de millions d'années. Rocheuse, et un peu plus loin du Soleil, au-delà de 5 fois la distance Terre-Soleil, c'est de la glace qui va s'agglutiner beaucoup plus rapidement, en quelques dizaines de milliers d'années seulement, ou en quelques centaines de milliers d'années seulement, et pendant 1 million d'années, du gaz va subsister dans ce disque protoplanétaire autour du Soleil, seulement 1 million d'années, et il va être éjecté par le vent solaire au bout d'1 million d'années. Ce qui fait que on a les petits noyaux de roche qui vont pas en récupérer beaucoup, hein, du coup, du gaz, parce qu'ils n'auront pas le temps de se former. Et par contre, les noyaux de glace, au-delà de 5 fois la distance Terre-Soleil, vont récupérer tout le gaz qui va traîner, grosso modo, pour faire des planètes géantes. Jusque-là, tout va bien? C'est bon? Et donc, entre autres, Jupiter qui est assez massif, hein, les planètes migrent dans le disque, en spirale, vers l'intérieur et vers l'extérieur, en échangeant de la rotation qu'on appelle le moment d'inertie, le moment cinétique. Grosso modo, ils vont passer devant ou derrière des grains de poussière, des cailloux, etc. Et à force, ils vont perdre de la vitesse ou en gagner, donc s'approcher ou s'éloigner du Soleil, et inversement pour les petits grains en question. Donc ça, c'est la migration des planètes, et il se trouve que ça dépend des situations, ça dépend des planètes qui sont formées, enfin, tous les systèmes c'est différent, c'est pour ça qu'il y a Jupiter chaud, on en a parlé tout à l'heure, et Jupiter, lui, s'est rapproché du Soleil. Saturne, Uranus et Neptune se sont éloignés du Soleil. Uranus et Neptune se sont échangés d'orbite. C'était le bordel. Et tout ça, ça a causé du coup le grand bombardement tardif, il y a 3,9 milliards d'années, donc à peu près 800 millions d'années après le début de la formation des planètes, du système solaire, et donc ça a envoyé valdinguer toutes les briques, toutes les patatoïdes qui restaient sur les planètes internes et vers l'extérieur du système solaire. Ce qui a donné ensuite les astéroïdes, les comètes, etc. Et on sait que au fond du système solaire, il manque 99% de ce qu'il y avait au départ, parce que ça a non seulement éjecté dans les fins fonds du système solaire, mais ça en a également éjecté en dehors carrément du système solaire. Donc on a perdu, on a fait un grand amaigrissement tardif. Voilà. Comment on a découvert ça? C'est par des simulations informatiques et de boucles d'oreilles. On a découvert qu'en fait le système solaire est passé par une phase chaotique, c'est-à-dire une phase où les causes et conséquences ne sont plus liables entre elles. C'est-à-dire qu'un système chaotique, c'est un système qui est tellement sensible aux conditions initiales qu'on ne peut plus prédire ce qui va se passer. On peut prédire l'intervalle dans lequel les choses vont se passer, mais on ne peut plus prédire ce qui va se passer. Et d'un coup comme ça, vous cherchez modèle de Nice sur internet et vous allez trouver. Je vous le mets. Modèle de Nice. Et en anglais on dit le Nice model, parce que ça a été fait à Nice, et du coup ça fait un jeu de mots, c'est rigolo.
Et vous allez pouvoir trouver des petites vidéos qui expliquent ça, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Tout va bien pendant 800 millions d'années, tout d'un coup, pouf, c'est le bordel. Très rapidement. Voilà. Allez, on passe à la suite. Next question. Very nice. J'ai mis, mais facile celui-là. Qui a découvert la planète Pluton? La planète naine Pluton. Je précise quand même. Alors techniquement, Pluton est une planète, mais c'est pas une planète classique, ni une planète géante, c'est une planète naine. En fait, techniquement, il faudrait dire que planète naine, c'est une catégorie de planète. Est-ce que c'est Alan Stern? Est-ce que c'est Percival Lowell? Est-ce que c'est Henrietta Swan Leavitt? Ou est-ce que c'est Clyde Tombaugh? Ah oui, tout à l'heure, quand je parlais de la définition de planète, je disais c'est autour du Soleil, parce qu'en fait, après, on a trouvé les planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, et on a dû appeler ça exoplanète, parce que pour l'instant, la définition était autour du Soleil, donc j'espère que ça changera un jour, parce que c'est super anthropocentrique et pas hyper pratique. Une planète a la même nature, quelle que soit l'étoile autour de laquelle elle se trouve. Hein. Mais bon, c'est comme ça, il faut le temps que les choses s'adaptent. Ça a été le cas pour les planètes naines, ce sera sûrement le cas pour les exoplanètes un jour. Waiting for players. Hop. Alors, qui a trouvé? Ah, on a eu... D'ailleurs, la plus grande structure géologique découverte sur Pluton a été baptisée du nom de son découvreur, effectivement, Clyde Tombaugh. Et ce tombeau sera votre tombeau. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, voilà. Pardon, et dans le jeu qu'on fait en ce moment, Deliver Us the Moon, eh bien c'est un cratère dans lequel il se passe quelque chose sur la Lune. Il y a aussi un cratère Tombaugh sur la Lune. Voilà. Percival Lowell, c'est l'astronome qui a vu des trucs qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'il a vu des canaux sur Mars, artificiels, qui n'existent pas, juste parce que son télescope était un petit peu pourri. Il a repris les calculs de Le Verrier. Et il s'est dit, mais tiens, l'orbite de Neptune, elle est pas normale. Il doit y avoir une planète un peu plus loin qui la gêne. Et du coup, il faut la chercher, cette planète. Il a voulu refaire le coup, vous savez, de la découverte de Neptune. Ça s'est pas bien passé. Donc, il a demandé, il a laissé ça en héritage, et un étudiant de son observatoire, un peu plus tard, après sa mort, a découvert effectivement quelque chose à cet endroit-là. Pluton. Sauf que c'était beaucoup trop léger pour être une planète qui aurait perturbé l'orbite de Neptune. Et il se trouve qu'après d'autres calculs, on s'est rendu compte que Neptune était perturbé par Uranus, tout simplement. Voilà. Donc Percival Lowell a, par le plus grand des hasards, donné le bon emplacement à Clyde Tombaugh pour trouver Pluton, pour une raison qui n'était pas la bonne, et totalement décorrélée en fait de l'origine du truc. Enfin voilà. Et du coup, Clyde Tombaugh a trouvé Pluton par clignotement de deux images prises à des moments différents. C'est comme ça qu'on fait. Hein. Alors, on pourrait penser au complot, mais vu le nombre de copains qu'a Pluton dans le système solaire, ça aurait tout à fait pu être un autre, hein, Eris ou n'importe lequel, que Clyde Tombaugh aurait trouvé. À force de chercher, on finit par trouver des planètes naines, et on en trouve toujours d'ailleurs. Voilà. Henrietta Swan Leavitt, c'est une astronome très importante qui a contribué à la découverte de l'expansion de l'univers, c'est-à-dire que c'est elle qui a découvert la technique de mesure de distance des galaxies proches, puisqu'elle a découvert un type d'étoiles qu'on appelle les céphéides, qui ont une variation très précise que l'on peut théoriser de manière très précise et du coup observer de manière très précise, et qui fait qu'on peut voir comment la distance modifie la lumière qu'on reçoit d'elle. Et donc si on en trouve qui ont ce même motif de variation dans d'autres galaxies, on sait du coup, par rapport à la théorie, on sait du coup à quelle distance est la galaxie. Travaux sans quoi il aurait été impossible pour Edwin Hubble de mesurer la vitesse d'éloignement des galaxies et découvrir l'expansion de l'univers. Voilà. Et d'ailleurs je crois même qu'il avait reconnu ça, Edwin Hubble, mais ça n'empêche qu'on retient, nous on retient Edwin Hubble parce qu'on ne parle pas des fermes en astronomie. Voilà. Donc on en parle ce soir, voilà. Percival Lowell, du coup j'ai dit, et Alan Stern, c'est le Principal Investigator, donc le chef, grosso modo, de la mission New Horizons, qui a visité Pluton en 2015. Et si vous voulez voir un mème rigolo, vous cherchez Alan Stern qui découvre qu'il y a des montagnes sur Pluton, et il fait une tête un peu comme ça. Voilà. Vous pouvez trouver ça sur internet. C'est parti, question suivante. Comment s'appelle l'hypothétique réservoir de comètes à longue période? C'est-à-dire des comètes qui viennent près du Soleil de façon très rare. Les confins de Kepler, la nébuleuse de Hubble, le nuage de Oort ou la Saturne de Kuiper.
C'est quand même triste quand on y pense pour Lowell, il passe sa vie à observer le ciel, la postérité retiendra qu'il a eu la loose sur toutes ses découvertes, les boules aux oreilles. Alors, est-ce qu'il a quand même fait une découverte cool ou pas? Je pose la question, je ne sais pas. Mais l'astronome qui a la plus grande loose de tous les temps, c'est Guillaume le Gentil quand même. Hein. J'attends la réponse, je vous explique les réponses et après on parlera de Guillaume le Gentil, puisqu'il faut en parler, ce monsieur. Allez, j'attends que vous ayez tous, que vos ordinateurs, à travers vos serveurs et vos FAI, m'aient envoyé l'information de vos réponses. Bienvenue à celles et ceux qui sont arrivés. Pour jouer, il suffit de cliquer sur QuizKit sur l'écran du chat, sur l'écran à gauche de l'écran du chat. Allez, c'est parti. C'était le nuage de Oort, la bonne réponse. Monsieur Jeanne Oort, qui dans les années 50 a découvert que, en fait, avec Gerard Kuiper également, a découvert qu'il y avait ces deux messieurs, en fait, je sais pas dans quel ordre ça s'est fait, mais ils ont découvert grosso modo qu'il y avait deux types de comètes. Il y a les comètes à courte période qui viennent dans le plan du système solaire et de pas très loin et qui reviennent du coup assez souvent, et les comètes à longue période qui reviennent au bout de très longtemps ou ne reviennent pas du tout parce qu'on n'a pas encore vu le premier passage ou le passage suivant. En tout cas, on ne sait pas si elles reviennent. Et qui, elles, peuvent venir de n'importe quelle direction sur la sphère autour du Soleil. Le premier c'était Kuiper, le deuxième c'était Oort, et donc ils ont théorisé du coup la présence d'un réservoir à objets glacés, donc les comètes, qui sont décrochées de leurs orbites par interaction mutuelle, ou par les planètes géantes externes, genre Neptune, et du coup ils finissent par perdre de la vitesse et tomber vers le Soleil, faire des ellipses et faire des comètes, ça fond près du Soleil, ça fait une queue de comète, etc. La Saturne de Kuiper on la connaît assez bien maintenant parce qu'on en trouve plein, Pluton par exemple, Eris, etc. Et puis que je parlais de ma thèse au début, voilà. Et nuage de Oort c'est plus compliqué parce que c'est très très loin et même par occultation stellaire on a du mal à trouver des objets, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Voilà. La nébuleuse de Hubble n'existe pas et les confins de Kepler non plus. Guillaume le Gentil, c'est donc quelqu'un qui a voulu observer un transit de Vénus. Il n'a pas pu, ça n'a pas marché. Ensuite, il est allé en Inde, ça n'a pas marché non plus. Enfin voilà, il a eu des problèmes de bateau, c'était très compliqué. Et puis une fois qu'il était arrivé en Inde, il s'est dit je vais rester pour le prochain. 7 ans après, et 7 ans après il a fait moche. Enfin voilà, c'était la totale quoi. Puis en plus après, je crois qu'il a perdu sa femme. Enfin, regardez l'histoire de Guillaume le Gentil, c'est Darwin Award sur toute la ligne, mais c'est horrible, hein. Mais bon, regardez l'histoire de Guillaume le Gentil, voilà. Allez, question numéro 9. Laquelle de ces planètes et planètes naines n'a pas de satellite naturel? Est-ce que c'est Pluton? Est-ce que c'est Vénus? Est-ce que c'est Eris? Ou est-ce que c'est Mars? Alors, ça fait encore 13 secondes. J'en profite pour manger un petit peu, j'espère que vous m'en voulez pas. Alors, waiting for players. Mais c'est quand même frustrant d'imaginer qu'il existe sûrement un tas d'objets fascinants dans les confins du système solaire, mais qu'on ne pourra sûrement jamais observer parce qu'ils sont simplement trop loin. La seule solution, c'est pour l'instant, c'est les occultations stellaires. Donc c'est possible, mais c'est le pur hasard. C'est comme les transits planétaires, on peut sélectionner plus ou moins l'étoile, etc. pour que ce soit plus ou moins facile à observer, mais c'est le hasard quand ça passe devant. Donc il faut observer un grand nombre d'étoiles pendant très longtemps, c'est ce qu'on fait, mais avant qu'on engrange les découvertes, il va falloir un certain nombre d'années. Ouais. C'était bien Vénus, bravo, vous n'avez pas fait d'erreur. Pluton a 5 satellites. Charon, bien sûr. Nyx, Hydra, Kerberos et Styx. Pluton, c'est le dieu des enfers. Charon, c'est le passeur. Styx, c'est la rivière qu'il faut traverser. Kerberos, c'est le cerbère. Hydra, je sais plus. Nyx, c'est la nuit. Voilà, c'est tout dans le même genre. Alors que sur Pluton, il y a un très joli cœur. Vénus n'a pas de satellite. Eris a un satellite qui s'appelle Dysnomie. Et Mars a 2 satellites qui s'appellent Phobos et Deimos. Respectivement, du coup, le dieu de la guerre, le dieu de la peur et le dieu de la terreur. Voilà. Hydra, c'est l'organisation que le Shield combat. Alors, le Shield, c'est quoi? C'est Avengers, c'est ça? Scrabouillette, enfin une bonne réponse. GG à toi, Scrabouillette. Hydra, c'est pas l'hydre? Peut-être, ouais. Je sais plus. On passe à la suite.
Et la dernière question. Quel est le plus gros satellite naturel de tout le système solaire? Est-ce que c'est Titan? Est-ce que c'est Ganymède? Est-ce que c'est Callisto? Miaou, petit chat. Ou est-ce que c'est la Lune? Callisto étant le nom d'une de nos minettes. Non, dans la réponse, il y a Callisto, c'est pour ça que je dis miaou. Attends, j'ai pas fini de manger donc. Oui. Oui. D'accord. D'accord, merci Adam. Alors. Est-ce que c'est nous qu'on a la plus grosse ou est-ce que c'est pas nous qu'on a la plus grosse? Un concours de satellites. Allez. Oh! Je vous ai eu! Je vous ai eu! Je vous ai induit en erreur! Ça a marché! Ça a marché! J'ai gagné! Oui! Et oui, non, Titan, malgré son nom... Erf. Titan, malgré son nom, n'est pas le plus gros satellite du système solaire. C'est Ganymède. Titan n'est que deuxième. Titan n'est que deuxième. Callisto est plus gros que la Lune. Par contre, on a Io et Europe qui sont plus petits, je crois, que la Lune. Mais Titan n'est pas plus gros que Ganymède. Je vous ai eu. Titan fait 5151 km de diamètre. Et Ganymède fait 5262 km de diamètre. Voilà. Et Ganymède est même plus gros que Mercure, hein, figurez-vous. Ce qui fait que si Ganymède était directement autour du Soleil, ce serait une planète. Attendez que je cherche Mercure. Voilà. Ganymède dépasse de 8% le diamètre de la planète Mercure et de 2% celui de Titan. Donc Titan est aussi plus gros que Mercure. Voilà, voilà. Qui sent, c'est le seul à avoir une atmosphère. C'est le seul à avoir une atmosphère épaisse. Pour tous les autres, on appelle ça une exosphère. C'est-à-dire une exosphère, c'est un gaz qui est transitoirement autour du corps. Par exemple, Io a des volcans qui dégagent en permanence du gaz, mais qui est en permanence éjecté dans l'espace par le vent solaire, j'imagine, ou parce que c'est pas assez massif. Par contre, Titan arrive à la retenir, lui. Et Titan est effectivement la seule lune du système solaire qui a une atmosphère permanente. Voilà. Et tu es tombé devant un pied joint. C'était l'attaque de Titan. Voilà, voilà. Bravo. Alors, show final results. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à voir les résultats finaux? C'est parti. On y va? C'est parti. Alors, nous avons El Boucle aux Oreilles qui a encore gagné. 217 points. Alors, je sais pas si c'est 217 805 points, parce que c'est écrit en anglais, ça doit être 217 805. Bon, je pense que en fait, après la virgule, on s'en fout en fait. 217 points. Ensuite, on a Petite Émilie avec 80 points. Adam avec 72 points. Terranien avec 63 points. Et ensuite, on passe au 5e avec Aletheia 42 avec moins 50 points. Scrabouillette avec moins 51 points. Planche de bois mort avec moins 59 points. Voilà. Bravo à toutes et tous. J'imagine que même les personnes qui ont moins 50 et quelques points ont quand même trouvé des choses justes. Donc bravo à vous. Voilà, voilà. Au pied du podium terranien, tout à fait. La médaille en chocolat. Endgame. Et voilà, c'était le quiz astro du samedi 9 octobre 2021. Je vous dis à bientôt sur YouTube, à tout de suite dans le chat pour qu'on continue la soirée avec Delivers the Moon, bien sûr. C'est parti.